Salut à tous, bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, je vous propose un voyage. Un voyage au cœur des fjords, là où la montagne plonge dans la mer, là où les hivers sont rudes et le pouvoir ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, on plonge dans Forjar. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, avec des durées de partie qui vont de 40 à 120 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est conçu par Frade Brando. Il est édité par GoToPiece Games et sublimé visuellement par l'illustration de Thomas Douchek. Le jeu connaîtra bientôt une campagne de financement participatif. Vous aurez en description de la vidéo le lien pour aller voir tout ça. Mais au-delà de la fiche technique, Forjar, c'est surtout une immersion dans une période historique fascinante. Plus d'un siècle de guerre civile en Norvège. Une époque où les prétendants au trône se succèdent, où les alliances se font et se défont, où les factions émergent des leaders charismatiques et parfois éphémères. Dans Forjar, vous ne jouez pas seulement un chef militaire, vous jouez toute une faction. Une faction qui va tenter de s'imposer dans un paysage politique instable. Une faction qui va devoir contrôler des châteaux, construire ou brûler des églises, développer des villages, armer des navires, allumer des balises, et surtout gagner de l'influence pour peser dans l'équilibre du pouvoir. Ce qui est passionnant dans le jeu, c'est que la guerre n'est pas seulement militaire, elle est aussi politique. Chaque alliance que vous développez oriente votre stratégie. Chaque leader que vous jouez façonne votre identité. Chaque décision que vous prenez construit lentement mais sûrement votre saga. Et les batailles ne sont pas seulement des affrontements de chiffres. Elles deviennent des duels d'intention, des moments de tension pure. Forjar, c'est un jeu où on planifie sur plusieurs tours, où l'on anticipe les mouvements adverses. Un jeu où on accepte parfois de prendre des risques calculés pour espérer renverser ainsi le cours des choses. Préparez vos navires, affûtez vos haches. Dans les fjords, le pouvoir ne se réclame pas, il se conquiert. Allez, on va voir comment ça se passe. La brume se lève sur les fjords. Les prétendants ensemblent leurs forces, les alliances se forment et se brisent. Aujourd'hui, on plonge au cœur de Forjar. Dans cette vidéo, on va parler du jeu dans son intégralité. On commencera par le contexte, les fondations du système, on parlera de la mise en place, de voir comment la carte prend vie et comment chaque faction rentre en scène. Puis on entrera dans le cœur du jeu, le déroulement d'un tour, la gestion des cartes, les mouvements en terrain escarpé, les lignes de ravitaillement. On parlera des batailles, leurs tensions, leurs mécaniques de prédiction, ce qui les rend si particulières. On passera ensuite aux actions de lieu, à l'importance des alliances, à la récupération des héritiers et à la montée en puissance politique. On verra comment la partie se conclut, comment se déclenche la fin du jeu et comment se calcule le décompte final. Et enfin, vous partagerez un avis complet, structuré. Je vous parlerai du ressenti en jeu, la tension, du rythme, de la cohérence entre le thème et la mécanique, de l'accessibilité, de la rejouabilité. Et pour quel type de joueur Forjar révèle tout son potentiel selon moi. Installez-vous confortablement, affûtez vos haches, la saga commence. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une période troublée de l'histoire norvégienne. La guerre civile, qui débute en 1130, à la mort du roi Sigurd Jorsalfer, dont la disparition déclenche une guerre de succession. Ce conflit s'étend sur plus d'un siècle, jusqu'en 1240, lorsque les hommes du roi Hakon Håkonsson abattent le duc Skule Bardsson, son beau-père, alors qu'il fut le monastère en flammes où il s'était réfugié après la bataille d'Oslo. Entre ces deux dates, pas moins de 20 prétendants revendiquent le trône, et d'innombrables batailles éclatent à travers le royaume. Dans Forjar, vous incarnez l'une de ces factions, qui se forment progressivement autour de ces différents prétendants, durant ces 110 années de conflit. Votre objectif est simple, terminer la partie avec le plus de points de victoire. Vous gagnez ces points en construisant et en incendiant des églises, en remportant des batailles contre vos adversaires, en maintenant vos balises allumées et en récupérant vos héritiers dans les différents châteaux présents sur la carte. Les batailles se résolvent en comparant d'abord la force des unités impliquées. Ensuite, chaque joueur jouera une carte de bataille qui peut lui accorder de la force supplémentaire. Cependant, cette force additionnelle n'est accordée que si vous devinez correctement la couleur de la carte jouée par votre adversaire. Plus vous choisissez d'utiliser peu de tentatives pour deviner, plus le bonus de force obtenu en cas de réussite est important. Un tour de jeu commence toujours par la pose d'une carte de mouvement. Cette carte vous fournit des points de mouvement que vous utilisez pour déplacer vos unités sur la carte. Vous voyez ici qui est magnifique. Si vous déplacez une unité dans une zone occupée par un autre joueur, une bataille a lieu. Une fois vos déplacements effectués, vous pouvez utiliser vos unités pour réaliser les actions liées au lieu. Enfin, à la fin de votre tour, il arrive que vous piochez une carte événement. Cette carte représente l'écoulement du temps. De nouvelles forêts poussent et les villages génèrent de nouvelles ressources que tous les joueurs pourront exploiter. La partie prend fin dès qu'un joueur atteint ou dépasse 50 points de victoire. Cependant, tous les joueurs doivent avoir joué le même nombre de tours avant de déterminer le vainqueur. Le joueur qui possède alors le plus de points de victoire remporte la partie. Avant de passer à la mise en place, je tiens à vous dire que c'est une belle version finale, c'est une version prototype d'une qualité exceptionnelle. Les tuiles sont magnifiques, elles tiennent. Vous savez, des fois les tuiles vont glisser. Là, il y a un système qui fait que les unes au-dessus des autres, elles tiennent très bien. Le jeu connaîtra une campagne de financement participatif. Vous aurez le lien en description. Je vous aide vraiment à aller voir. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur, ce jeu, depuis la première fois que j'ai découvert il y a plusieurs années. Donc, je tenais à vous partager ce ressenti. Nous allons maintenant passer à la mise en place. Installez la tuile de base, donc soit B, soit celle que j'ai mis là, A, au centre de la table. Si c'est votre première partie, vous avez dans l'appendice A
comment faire la map pour la première fois. Je vais un petit peu vous expliquer. Vous suivez les instructions jusqu'au bout. Ensuite, vous revenez ici, vous reprenez à l'étape suivante de la mise en place. Si ce n'est pas votre première partie, vous allez à l'annexe 2, qui est la mise en place standard, et vous suivez les étapes 1 à 2. À ce stade, vous ne placez que les tuiles de base, puis vous revenez pour continuer l'installation. Le manuel vous indique ici également les tuiles que vous utilisez en fonction du nombre de joueurs et à quoi correspondent les différentes icônes sur la map. Donc là, pour cette mise en place, qui est la mise en place pour débuter le jeu, vous mettez la map centrale au centre. Ensuite, vous allez mettre, vous voyez, il y a les côtés A5, A3 et ainsi de suite. Vous faites correspondre les autres tuiles avec le numéro et la lettre pour former tout cela. C'est tout du premier niveau. Ensuite, vous placez le second niveau comme indiqué sur le diagramme que je vous ai montré. Vous mettez les éléments qui correspondent. Donc ici, il y a des forêts, des églises. Ici, c'est les châteaux, bateaux. Ici, les villages. Les villages vont toujours avec 2 cubes de ressources. Ensuite, vous placez le 3e niveau escarpé, qui sont ces tuiles-là, qui sont enneigées. Vous y placez également les éléments indiqués. Et finalement, vous finissez par les montagnes où vous mettez les balises. Si c'est votre première partie, une fois que tout ça est fait, vous avez mis tous les éléments. Mais je vais vous détailler comment ça se passe dans une autre mise en place. Si vous faites une mise en place standard, vous placez à côté de la carte l'ensemble des éléments suivants. L'or, les villages, les cubes de ressources, les navires, les forêts, ainsi que les églises. Vous ajoutez 3 châteaux et 2 balises par joueur. Parmi ces châteaux, placez-en un sur chaque emplacement de départ, correspondant au nombre de joueurs. À chaque fois, c'est indiqué ici. Placez également un château sur l'emplacement de château situé sur la tuile centrale, à cet endroit-là. Le château le plus proche de chaque joueur devient son château de départ. Placez ensuite un navire adjacent au château de départ de chaque joueur. Chaque joueur prend les éléments suivants dans sa couleur. 6 plans Laideng, dont un est immédiatement placé dans le navire adjacent à son château de départ. Le pion Hird est placé dans le château de départ. Vous avez 12 pions, héritiers cylindriques, 6 disques constructeurs d'église, 25 cubes. Parmi eux, un cube est placé dans la tour du château de départ, et un autre dans le navire adjacent. Vous avez un marqueur de score que vous placez sur la piste de départ. Chaque joueur prend ensuite une carte de chaque carte de mouvement commune, une carte de chaque carte de bataille commune. Vous avez tous la même main de départ. Je ne vais pas vous dire les noms, je les prononcerai très mal. Vous prenez également un plateau d'action que vous placez devant lui. Un plateau d'alliance que vous placez directement sous votre plateau d'action. Ici, vous avez 8 tuiles. Une tuile de niveau 2, une tuile de niveau 3 pour chacune des 4 alliances. Ces tuiles sont mises de côté, près de la zone de jeu. Vous recevez également 2 pièces d'or. Vous placez un jeton événement sur chaque case événement de la piste de score. Vous mélangez les cartes événements et vous les placez face cachée à côté du plateau de score afin de former la pioche événement. Vous allez ensuite préparer le paquet leader. Vous mélangez séparément chaque génération de cartes leader, identifiées par des chiffres romains. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, vous les empilez face cachée dans l'ordre séquentiel, avec la 6e génération en dessous et la 2e au-dessus. Cet ensemble constitue le paquet de cartes leader. Les leaders de génération 1 sont mis de côté pour le moment. À partir de cette étape, toutes les actions requièrent la participation de tous les joueurs. Le premier joueur est celui qui, le plus récemment, a poursuivi ses ennemis à travers un lac gelé. Si malheureusement cela ne correspond à personne autour de la table, choisissez simplement le premier joueur au hasard. Et donnez-lui le marqueur premier joueur. Après on passe à la construction de la carte. Si c'est la première partie, comme je vous ai dit, la map est déjà construite. Sinon référez-vous à l'index 2 de l'appendice. Chaque joueur place un héritier de sa couleur dans chaque château neutre, c'est-à-dire dans chaque château ne contenant aucun cube de contrôle d'un joueur. Ensuite, vous prenez les 4 cartes leader de génération 1 et vous les donnez au joueur assis à droite du premier joueur. En ordre inverse du tour de jeu, donc dans le sens anti-horaire, chaque joueur choisit une carte leader pour commencer la partie. Dans une partie à 2, le premier joueur à choisir une carte doit également en écarter une qu'il ne souhaite pas laisser à son adversaire. Donc par exemple, je prendrai celle-là, vu que là j'ai mis que 2 joueurs, celle-là serait mise de côté, et mon adversaire a le choix entre ces 2 cartes. Sauf en partie à 2 joueurs, tous les joueurs révèlent ensuite aux autres le leader qu'ils ont choisi. Les cartes non sélectionnées sont placées face visible dans une pile de défausse à côté du paquet leader. C'est la seule fois de la partie où vous montrez votre main aux joueurs. Maintenant que je vous ai expliqué la mise en place, il se peut qu'au fur et à mesure de la vidéo, des éléments bougent afin de vous montrer des exemples. Mais avant d'aller plus loin, prenons le temps de clarifier les termes essentiels utilisés dans Forge Art. Ces notions structurent toute la partie et il est important de bien les comprendre. La force
La force est un nombre qui détermine le vainqueur d'une bataille. Elle est fournie par les unités et par les cartes. Elle est représentée par un symbole de hache. La ligne de ravitaillement, c'est une ligne constituée de zones adjacentes contrôlées par un même joueur. Un joueur peut avoir plusieurs lignes de ravitaillement distinctes qui ne sont pas adjacentes entre elles. Une ligne peut se limiter à une seule zone. Un navire contrôlé situé sur une zone maritime peut faire partie d'une ligne de ravitaillement. Les falaises, deux zones adjacentes séparées par 2 ou 3 niveaux de terrain, sont considérées comme séparées par une falaise. Par exemple, d'ici jusqu'à là, c'est une falaise. Une zone contrôlée. Une zone contrôlée est une zone dans laquelle un joueur possède au moins un cube de contrôle. Le contrôlé est un lieu situé dans une zone contrôlée par un joueur. L'influence. Votre influence auprès d'une alliance correspond au nombre total de lieux appartenant à cette alliance que vous contrôlez, auquel s'ajoute le nombre de cartes leaders de cette alliance présentes dans votre zone de jeu. Un lieu est une pièce représentée sur la carte avec laquelle vous pouvez interagir. Les lieux sont les églises, les châteaux, les villages, les navires, les forêts ainsi que les balises. Un point de mouvement indique la quantité de déplacements que vous pouvez effectuer pendant un tour. Les points de mouvement sont obtenus en jouant des cartes et sont représentés par un symbole d'empreinte. Comme par exemple, vous le voyez ici. La rangée de mouvement est la ligne de cartes située à gauche de votre plateau alliance. Elle est composée de cartes de mouvement et des cartes leaders précédemment jouées. Donc plateau alliance. Une zone occupée est une zone dans laquelle un joueur possède au moins une unité. La rangée saga est la ligne de cartes située à droite de votre plateau alliance. Elle est composée des cartes leaders précédemment jouées. Il existe 4 niveaux de terrain dans Forjar. Le niveau 1 correspond à la mer et aux zones terrestres situées au niveau de la mer. Le niveau 2 correspond aux contreforts légèrement enneigés. Le niveau 3 correspond aux collines couvertes d'une épaisse couche de neige. Le niveau 4, quant à lui, correspond aux sommets montagneux. Une unité représente les soldats dans le jeu. Il y en a 2 types. Le Hird et le Leidang. Les nouvelles unités Leidang sont généralement obtenues grâce aux actions lever des troupes et allumer une balise. Si vous perdez votre Hird au combat, la seule manière de le remettre en jeu est de jouer une carte leader. Les points de victoire, qu'on abrège souvent en VP, servent à suivre votre score. Ici. Chaque fois que le jeu vous indique d'en gagner, vous avancez votre marqueur du nombre de cases indiquées sur la piste de score du plateau. Il est impossible de perdre des points. Dans Forjar, vous gagnez de l'influence auprès de 4 alliances. Chaque alliance possède sa propre couleur et est associée à un type de lieu spécifique. Ici, nous avons les Hojeg. Vous gagnez 1 point d'influence auprès de cette alliance pour chaque navire que vous contrôlez, ainsi que pour chaque carte leader comportant le symbole dans votre zone de jeu. Sa couleur est le bleu. Ici, vous avez les Baglers. Vous gagnez 1 point d'influence auprès de l'alliance pour chaque église que vous contrôlez, ainsi que pour chaque carte leader comportant le symbole dans votre zone de jeu. Sa couleur est le noir. Birkebein. Vous gagnez 1 point d'influence auprès de l'alliance pour chaque château que vous contrôlez, ainsi que chaque carte leader comportant le symbole dans votre zone de jeu. Sa couleur est le blanc. Et finalement, les Landsman. Vous gagnez 1 point d'influence auprès de l'alliance pour chaque village que vous contrôlez, ainsi que pour chaque carte leader comportant le symbole dans votre zone de jeu. Sa couleur est le vert. Dès que vous atteignez 4 points d'influence auprès d'une alliance, grâce au lieu contrôlé et aux cartes leader, vous gagnez immédiatement une tuile d'alliance de niveau 2 dans l'emplacement correspondant de votre plateau alliance, sur votre plateau alliance. Cette tuile augmente le point de mouvement et la force que vous gagnez lorsque vous jouez des leaders de cette alliance. Elle améliore également les récompenses obtenues lors des batailles remportées avec cette alliance et peut accorder différentes capacités spéciales. Lorsque vous atteignez 7 points d'influence auprès d'une alliance, vous gagnez immédiatement une tuile de niveau 3 pour cette alliance. Placez-la au-dessus de la tuile de niveau 2 afin que la couleur de la pile permette aux joueurs de voir facilement votre niveau d'alliance. L'obtention d'une nouvelle tuile alliance est immédiate et automatique dès que vous atteignez le seuil requis. Une fois acquise, une tuile d'alliance n'est jamais perdue, même si votre influence redescend en dessous du seuil nécessaire. Prenons donc un exemple que ce soit plus clair. Ici, je contrôle 2 châteaux. J'ai ces 2 cartes leader avec le symbole de Birkenheim. Je place donc immédiatement la tuile de niveau 2 sur mon plateau alliance. Dans Forjar, les cartes sont au cœur du jeu. Les plus utilisées sont les cartes de mouvement, les cartes de bataille et les cartes leader. On les reconnaît facilement grâce au symbole situé dans la marge gauche. Les cartes de mouvement possèdent un symbole de carte en compagnie d'une empreinte. Les cartes de bataille possèdent un symbole de carte avec une hache. Les cartes leader possèdent un symbole avec une couronne. Une carte leader peut être jouée soit comme une carte de mouvement, soit comme une carte de bataille. Contrairement aux cartes communes de mouvement et de bataille, elle reste dans votre zone de jeu pour le reste de la partie. Tous les symboles présents dans la marge gauche d'une carte continuent d'affecter vos tours suivants ainsi que les tours de votre joueur tant que la carte reste dans votre zone de jeu. Tous les autres symboles n'ont d'effet que pendant le tour où la carte est jouée. Chaque carte comporte plusieurs éléments clés. Ici, vous avez le nom de la carte. Les cartes de mouvement communes possèdent une valeur fixe de points de mouvement. Ici,
Les cartes leader comportent des points de mouvement d'alliance. Il s'agit d'un symbole renvoyant au point de mouvement indiqué sur la tuile d'alliance actuelle correspondant à la même alliance que la carte leader. Lorsque vous jouez une carte leader comme carte de mouvement, vous ajoutez les points de mouvement indiqués sur votre tuile d'alliance actuelle correspondant à la couleur de cette carte, comme vous voyez ici. Ici, les cartes leader et les cartes de bataille possèdent également une valeur de force d'alliance. Ce symbole renvoie à la force indiquée sur la tuile d'alliance actuelle, correspondant à la couleur de la carte jouée. En bataille, vous utilisez toujours la force imprimée sur la tuile d'alliance correspondant à la couleur de la carte jouée. Les cartes de mouvement communes comportent toujours un point de mouvement dans la marge gauche. Les cartes leader peuvent afficher soit un point de mouvement, soit un point de force dans cette marge. Ici, elles affichent un symbole d'alliance indiquant à quelles alliances elles appartiennent. Toutes les cartes possèdent un symbole indiquant leur type. Mouvement, leader ou bataille. Les cartes leader comportent également un numéro de génération utilisé lors de la préparation du paquet pendant la mise en place. Ici, là, pour les cartes leader et les cartes de mouvement communes, elles peuvent comporter une capacité spéciale. Cette capacité ne s'applique que pendant le tour où la carte est jouée. Les cartes leader et les cartes bataille indiquent aussi un multiplicateur de force. Il s'agit d'un rappel expliquant comment le nombre de tentatives de devinette influence la force d'alliance de cette carte. Et enfin, les cartes de bataille communes possèdent une zone colorée correspondant à une alliance. Cette couleur est utilisée pour deviner la couleur de la carte de bataille de votre adversaire. Comment se déroule la partie ? En commençant par le premier joueur, chaque joueur effectue l'intégralité de son tour avant de passer au joueur suivant dans le sens horaire. La partie continue jusqu'à ce que les conditions de fin de partie soient atteintes. À son tour, le joueur doit compléter 6 phases dans l'ordre exact. Il est obligatoire de terminer entièrement une phase avant de passer à la suivante. Par exemple, vous ne pouvez pas effectuer une action de lieu avec une unité, puis déplacer cette même unité ensuite. Vous allez commencer par payer de l'or ou récupérer toutes vos cartes de mouvement. Vous devez payer soit un or pour chaque carte présente dans votre rangée de mouvement, soit reprendre en main toutes les cartes de mouvement présentes dans cette rangée. Si vous choisissez de récupérer toutes vos cartes de mouvement, les cartes leader présentes dans la rangée de mouvement sont déplacées vers la rangée saga. Cette phase est ignorée lors de votre tout premier tour de la partie. Ensuite, vous allez jouer une carte de mouvement. Vous jouez soit une carte de mouvement commune, soit une carte leader, afin d'obtenir des points de mouvement à dépenser pendant la phase de mouvement. Vous bénéficiez également des capacités spéciales imprimées sur la carte jouée. Phase 3 est la phase de mouvement. Vous dépensez vos points de mouvement pour déplacer vos unités et vos navires sur la carte. La phase de bataille. Dans chaque zone où vous allez déplacer au moins une de vos unités et qui est occupée par un autre joueur, une bataille est résolue. Action de lieu. Vous utilisez vos unités pour effectuer des actions sur les différents lieux du plateau. Chaque unité présente dans une zone contenant un lieu peut effectuer au maximum une action de lieu. Et finalement, le fin de tour. Vous marquez un point de victoire pour chaque balise que vous avez allumée. Si pendant votre tour, votre marqueur de score a dépassé ou atteint au moins un jeton événement sur la piste, vous piochez une carte événement. Entrons maintenant dans le détail des phases de jeu. Première phase est donc payer l'or ou réinitialiser la rangée de mouvement. Avant de jouer une nouvelle carte de mouvement, vous devez obligatoirement choisir l'une des deux options suivantes. Payer un or pour chaque carte présente actuellement dans votre rangée de mouvement. Cela inclut aussi bien les cartes de mouvement communes que les cartes leader. Deuxième possibilité, reprendre en main toutes les cartes de mouvement communes présentes dans votre rangée de mouvement. Dans ce cas, toutes les cartes leader présentes dans cette rangée sont déplacées vers la rangée saga. Elles sont placées en les superposant aux cartes déjà présentes, de manière à laisser visible la marge gauche de chaque carte. Cette phase est ignorée lors du tout premier tour de la partie. Je possède 3 cartes dans ma rangée de mouvement au début de mon tour. Je dois soit payer 3 ors, soit retirer toutes les cartes de la rangée. Si je choisis de les retirer, je reprends en main les 2 cartes mouvement communes. La carte leader Nicolas Samuelson est déplacée vers la rangée saga. Elle chevauche la carte déjà présente, de façon à ce que la marge gauche de cette dernière soit toujours visible. La deuxième phase est la phase pour jouer une carte mouvement. À votre tour, vous devez obligatoirement jouer exactement une carte depuis votre main. Cette carte est placée face visible devant vous, à gauche de votre plateau d'alliance. Chaque nouvelle carte est posée en chevauchant la précédente, de manière à laisser visible la marge gauche de toutes les cartes de la rangée. Il est important de noter que la toute première carte placée dans la rangée de mouvement ne peut pas être une carte leader. Vous devez jouer une carte leader dans cette rangée s'il y a déjà au moins une autre carte présente. De plus, si votre unité Hird n'est pas sur le plateau au moment où vous jouez une carte leader, vous devez immédiatement la placer sur le plateau dans une zone que vous contrôlez. Après avoir joué une carte, vous gagnez des points de mouvement pour la phase suivante. Vous gagnez un point de mouvement pour chaque symbole de point de mouvement visible en haut de chaque carte présente dans votre rangée de mouvement et dans votre rangée saga, y compris la carte que vous venez de jouer. Si vous avez joué une carte leader, vous gagnez également les points de mouvement indiqués sur la tuile d'alliance correspondante située au sommet de la pile de cette alliance. Une fois le total calculé, placez un cube de contrôle sur la piste de rappel située en bas de votre plateau alliance, sur la case correspondante au nombre total de points de mouvement obtenus. Piste ici. Ce point de mouvement pourra être dépensé lors de la phase de mouvement de ce tour pour déplacer vos unités et vos navires. Les capacités spéciales figurant sur la carte jouée s'appliquent également pendant votre tour.
Prenons un exemple. Je viens de jouer cette carte-là. Je gagne 4 points de mouvement provenant des cartes présentes dans ma rangée de mouvement, ainsi qu'un point provenant de ma rangée de saga. Je dispose donc d'un total de 5 points de mouvement à dépenser pendant la phase de mouvement de mon tour. Lors d'un autre tour, je joue cette carte-là. Je gagne 4 points de mouvement provenant des cartes présentes dans mes rangées de mouvement et de saga. Comme cette carte appartient à cette alliance, représentée par la couleur verte, je gagne également les points de mouvement indiqués sur la tuile, qui indique 3 points de mouvement. Je dispose alors d'un total de 7 points de mouvement pour ma phase de mouvement de ce tour. Pendant la phase de mouvement, vous déplacez vos unités et vos navires sur le plateau en dépensant les points de mouvement obtenus lors de la phase précédente. La carte de Forger est en 3 dimensions. Cela signifie que les différences physiques d'altitude entre les zones influencent directement le coût de votre déplacement. Voilà précisément comment cela fonctionne. D'abord les zones. Le plateau est divisé en zones de taille variée. Lorsque vous déplacez vos unités, vous utilisez vos points de mouvement pour passer d'une zone à une autre. Le déplacement à l'intérieur d'une même zone est gratuit. Il existe 3 types de zones dans le jeu. Premièrement, une zone terrestre est constituée d'un groupe d'hexagones adjacents de même couleur de terrain et situés au même niveau d'altitude. Une telle zone peut être composée d'un seul hexagone ou de plusieurs. Elle peut contenir autant de lieux qu'elle possède d'hexagones. Ici, vous voyez différents types de zones. Deuxièmement, les zones maritimes. Chaque hexagone de mer constitue une zone distincte. Les unités ne peuvent se déplacer vers une zone maritime que si celle-ci contient un navire. Troisièmement, les châteaux. Chaque château est toujours considéré comme une zone distincte, composée d'un seul hexagone. Vous dépensez vos points de mouvement pour déplacer une unité d'une zone à une autre. Vos points de mouvement peuvent être répartis librement entre toutes les unités que vous contrôlez sur le plateau. Il n'y a pas de limite à la distance qu'une unité peut parcourir, tant que vous disposez de points de mouvement pour la déplacer. Cependant, une unité qui rentre dans une zone occupée par des unités ennemies ne peut plus se déplacer durant ce tour. Les points de mouvement non utilisés ne peuvent jamais être conservés d'un tour sur l'autre. Lorsque vous entrez dans une zone inoccupée que vous ne contrôliez pas auparavant, placez l'un de vos cubes de contrôle dans cette zone. Si vous entrez dans une zone inoccupée mais contrôlée par notre joueur, remplacez simplement son cube par le vôtre. Voyons maintenant les coûts en déplacement. Je vais me servir des cubes pour vous indiquer tout cela. Un point de déplacement permet de se déplacer vers une zone adjacente située au même niveau de terrain. Les zones maritimes sont considérées comme étant au même niveau que les zones terrestres les plus basses. Par exemple, ici. Jusqu'à là, c'est un point. De là jusqu'à là, c'est un point. Un point de mouvement permet également de se déplacer vers une zone adjacente située à un niveau de terrain plus bas. Par exemple, là et de là. Jusqu'à ici, c'est un point. 2 points de mouvement sont nécessaires pour se déplacer vers une zone adjacente située à un niveau de terrain plus haut. Donc aller de là jusqu'ici, c'est un point. Un point de mouvement permet de se déplacer vers n'importe quelle autre zone située sur la même ligne de ravitaillement en ignorant tous les autres coûts de déplacement ainsi que les falaises. Par exemple, pour aller de là jusqu'à là, un point. Un point de mouvement permet également de déplacer un navire vers n'importe quelle autre zone maritime inoccupée. Les navires ennemis ne bloquent pas votre passage, vous pouvez donc passer librement à côté d'eux. Par exemple, de là jusqu'à là, un point. Les navires sont considérés comme des lieux et non comme des unités. Il ne peut jamais y avoir plus d'un navire dans une même zone maritime. Les navires suivent les mêmes règles de contrôle que les zones. Vous pouvez perdre le contrôle d'un navire inoccupé en y déplaçant votre unité. Vous pouvez prendre le contrôle d'un navire occupé en remportant une bataille dans une zone. Lorsque vous obtenez un navire, que ce soit grâce à l'action de construire un navire ou grâce à une action gratuite d'une carte, vous placez toujours votre propre cube de contrôle sur le navire. Vous ne placez jamais de cube de contrôle directement dans la mer. Le cube se déplace avec le navire lorsque celui-ci se déplace. Un navire que vous contrôlez fait partie de votre ligne de ravitaillement et sert de pont pour permettre à vos unités de traverser. Un navire peut transporter jusqu'à 2 unités et doit contenir au moins une unité à bord pour pouvoir se déplacer. Lorsque vous déplacez un navire, les unités à son bord se déplacent également gratuitement avec lui. 2 zones adjacentes séparées par 2 ou 3 niveaux de terrain sont considérées comme une falaise. Vous ne pouvez pas monter ou descendre une falaise, sauf si vous contrôlez les 2 zones concernées, c'est-à-dire qu'elles font partie de la même ligne de ravitaillement, ou si vous jouez une carte spécifique. L'unité que vous avez déplacée dans une zone occupée par un autre joueur est considérée comme faisant partie de votre ligne de ravitaillement pour le reste de votre phase de mouvement. Cela signifie que vous pouvez déplacer d'autres unités situées sur la même ligne de ravitaillement vers cette zone pour un coût d'un point de mouvement chacune. Prenons un exemple que cela soit plus clair. Ici, je vais me déplacer. Pour me déplacer à la zone en dessous, je devrais dépenser 1 point. Pour la zone au-dessus, je devrais dépenser 2 points. Vers le château qui est au même niveau, ça me coûterait 1 point. Pour aller sur les zones sur la même ligne de ravitaillement, il me suffit que d'un point de mouvement quand ce déplacement ignore les coûts normaux. Si je souhaite rentrer dans un navire contrôlé par le joueur jaune, et en prendre le contrôle, je devrais d'abord dépenser un point de mouvement pour atteindre la zone adjacente, puis un point supplémentaire pour entrer dans le navire. Prenons un autre exemple. Je vais me déplacer jusqu'à la balise ici, qui est plusieurs niveaux plus haut. Je dois d'abord dépenser un point de mouvement pour atteindre la fin
de ma ligne de ravitaillement. Ensuite, 2 points pour monter d'un niveau, puis 2 points supplémentaires pour monter encore d'un niveau. Après la phase de mouvement, une bataille a lieu dans chaque zone occupée par des unités appartenant à plusieurs joueurs. Ces zones sont appelées des zones de bataille. Il peut y avoir plusieurs batailles pendant le tour d'un joueur, s'il est entré durant sa phase de mouvement dans plusieurs zones contenant des unités adverses. Chaque bataille est résolue séparément dans l'ordre choisi par le joueur actif. Pour chaque bataille, vous allez suivre les étapes suivantes. Chaque joueur commence par calculer sa force initiale. Premièrement, les 2 joueurs additionnent la force de toutes les unités présentes dans la zone de bataille. Un Hird apporte 3 points de force, un Leidang 1 point de force. Si la zone de bataille est un château, le joueur défenseur ajoute 2 points de force supplémentaires pour la défense du château. Deuxièmement, les joueurs ajoutent la force de leur Leidang située dans des zones adjacentes. Pour chaque Leidang situé dans une zone adjacente à la zone de bataille, ajoutez 1 point de force, plus 1 point supplémentaire pour chaque niveau de terrain au-dessus de la zone de bataille. Les Hird n'ajoutent aucune force. Les Leidang adjacents situés à un niveau de terrain inférieur à la zone de bataille ajoutent tout de même 1 point de force chacun. Troisièmement, chaque joueur ajoute la force provenant de ses rangées de mouvement et saga. Ajoutez 1 point de force pour chaque symbole de force visible dans la marge gauche des cartes présentes dans ces 2 rangées. Le total obtenu constitue votre force initiale. Placez un cube de contrôle sur la piste de rappel située en bas de votre plateau d'alliance sur la case correspondante à cette force initiale. Prenons un exemple de calcul de force initiale. Ce joueur-là attaque ce joueur-là. Ils possèdent chacun un Hird dans la zone de bataille, ce qui leur donne 3 points de force chacun. Ce joueur-là possède en plus 2 Leidang dans un navire adjacent, ce qui lui apporte 2 de force supplémentaires. Ce joueur possède un Leidang dans une montagne adjacente située 3 niveaux de terrain au-dessus de la zone de bataille. Il lui rapporte donc 4 points. 1 point pour l'unité elle-même et 3 pour la différence d'altitude. Ce joueur-là possède également 1 point de force provenant d'une carte leader dans sa rangée saga. Sa force initiale est de 6. Quant à celui-ci, il possède également 1 point de force supplémentaire provenant d'une carte leader dans sa rangée de mouvement, portant sa force initiale à 8. Après avoir calculé leur force initiale, les 2 joueurs tentent de gagner de la force supplémentaire grâce à l'une des 4 alliances du jeu. Chaque joueur choisit secrètement une carte de bataille, soit une carte de bataille commune, soit une carte leader, correspondant à l'alliance qu'il souhaite utiliser. Ensuite, chaque joueur choisit 1, 2 ou 3 cartes de bataille communes pour tenter de prédire l'alliance de la carte de bataille choisie par son adversaire. Ces cartes sont appelées cartes de prédiction. Les cartes de prédiction sont tournées à 180 degrés et placées derrière la carte de bataille choisie, de manière à ce que seule la zone colorée correspondant à l'alliance soit visible. Une fois les choix effectués, les 2 joueurs révèlent simultanément leurs cartes de bataille ainsi que leurs cartes de prédiction. Si au moins une de vos cartes de prédiction correspond à l'alliance de la carte de bataille choisie par votre adversaire, vous gagnez la force indiquée sur la tuile d'alliance située au sommet de la pile correspondant à l'alliance de votre propre carte de bataille. Le nombre de cartes de prédiction utilisées pour réussir la prédiction détermine le multiplicateur appliqué à cette force. Si vous avez joué 3 cartes de prédiction, multipliez la force de votre tuile d'alliance par 1. Si vous avez joué 2 cartes, multipliez-la par 2. Si vous avez joué une seule carte, multipliez-la par 3. Si aucune de vos cartes de prédiction ne correspond à l'alliance de la carte de bataille de votre adversaire, vous ne gagnez aucune force supplémentaire de votre alliance. Après la résolution, toutes les cartes de bataille communes et les cartes de prédiction sont reprises en main. Lorsque vous jouez une carte leader comme carte de bataille, augmentez votre force totale de 1 pour chaque symbole de force présent dans la marge gauche de la carte. Vous n'utilisez pas la capacité spéciale de la carte. Si le fait de jouer cette carte leader vous donne suffisamment d'influence pour obtenir une nouvelle tuile d'alliance, améliorez immédiatement cette alliance et basez toute force obtenue sur la nouvelle tuile. Si votre Hird n'est pas sur le plateau lorsque vous jouez une carte leader comme carte de bataille, placez-le immédiatement dans la zone de bataille en cours de résolution. Après la bataille, la carte leader est placée directement dans votre rangée saga où elle restera pour le reste de la partie, vous rapportant de l'influence auprès de son alliance ainsi qu'un point supplémentaire de force ou de mouvement. Il est important de noter que lorsque vous utilisez une carte leader comme carte de bataille, vous pouvez prédire la même alliance que celle que vous jouez vous-même, puisque vous disposez des 4 cartes de bataille communes pour effectuer votre prédiction. Continuons avec l'exemple précédent. Ce joueur-là décide de jouer cette carte leader depuis sa main. Il est au niveau 2 avec cette alliance. Cette carte possède également un point de force supplémentaire dans sa marge gauche. Sa force initiale est de 6 face à la force initiale de 8 de son adversaire. Il estime devoir prendre un risque pour tenter de l'emporter. Il observe que son adversaire est au niveau 1 dans toutes les alliances, sauf celle-ci, qui est au niveau 2. Il suppose donc que son adversaire jouera une carte de cette couleur. Il décide de n'utiliser qu'une seule carte de prédiction. Il la tourne à 180 degrés et la place derrière sa carte de bataille en laissant visible uniquement la zone colorée correspondant à l'alliance. S'il devine correctement, il gagnera 7 points de force supplémentaire. Ces 7 points se composent de 2 points provenant de la tuile, multipliés par 3, puisqu'il n'a utilisé qu'une seule carte de prédiction, auquel s'ajoute 1 point
provenant de la marge gauche de sa carte leader. En cas d'erreur, il ne gagnera qu'un point, celui indiqué dans la marge gauche de sa carte leader. De ce côté, ce joueur-là ne possède pas de carte leader disponible pour cette bataille. Il doit donc utiliser une carte de bataille commune. Son alliance la plus forte est celle-ci. Il choisit donc de jouer une carte de bataille de cette couleur. Il constate que son adversaire est particulièrement fort dans cette alliance ainsi que cette alliance. Incertain du choix de son adversaire, il décide d'utiliser deux cartes de prédiction, la noire et la bleue. Il les tourne dans sa carte de guéret et les place derrière sa carte de bataille, de manière à rendre visibles les couleurs noires et bleues. S'il devine correctement, il gagnera 4 points de force supplémentaires. Ces 4 points correspondent aux 2 points de sa tuile, multipliés par 2, puisqu'il a choisi 2 cartes de prédiction. S'il se trompe, il ne gagnera aucun point supplémentaire. Une fois la force supplémentaire éventuelle ajoutée à la force initiale, chaque joueur obtient sa force totale de bataille. On compare alors les forces totales. Le joueur ayant la force totale la plus élevée remporte la bataille. En cas d'égalité, l'attaquant l'emporte. Dans la situation précédente, ce joueur-là a correctement deviné l'alliance de la carte jouée par son adversaire. La couleur de sa carte de prédiction correspond à la carte jouée par son adversaire. Il gagne donc 7 points de force supplémentaires qu'il ajoute à sa force de 6 pour un total de 13. Ce joueur-là a également deviné correctement l'alliance choisie par le joueur. Une de ces cartes de cette prédiction correspond à la carte jouée. Il gagne donc 4 points supplémentaires qu'il ajoute à sa force initiale de 8 pour un total de 12. Ce joueur-là remporte donc la bataille. Si l'attaquant gagne, il remplace le cube de contrôle du défenseur par le sien. Le cube du défenseur est remis dans la réserve. Le défenseur doit alors battre en retraite avec ses unités vers n'importe quelle zone qu'il contrôle. S'il ne contrôle aucune zone, ses unités sont retirées du plateau, conformément à la règle être anéanti. Si l'attaquant prend le contrôle d'un nouveau lieu associé à l'alliance qu'il a utilisée en bataille et que ce contrôle donne suffisamment d'influence pour obtenir une nouvelle tuile, il gagne immédiatement sa tuile. Ensuite, l'attaquant reçoit la récompense indiquée sur la tuile d'alliance située au sommet de la pile correspondante de l'alliance utilisée pour sa carte de bataille. Cette récompense peut être de l'or ou des points de victoire. Si le défenseur gagne, l'attaquant retire l'une de ses unités ayant participé à la bataille et la remet dans la réserve. Il doit ensuite battre en retraite avec ses unités survivantes vers n'importe quelle zone qu'il contrôle. Le défenseur conserve le contrôle de la zone et de la bataille et gagne un or. Passons maintenant à la phase 5, les actions de lieu. Après la phase de mouvement et la résolution des batailles, chacune de vos unités peut effectuer une action de lieu. Cette unité peut réaliser une seule action de lieu pendant votre tour. Pour effectuer une action, l'unité doit se trouver dans la même zone et non simplement sur le même hexagone que le lieu concerné. Les unités placées sur le plateau, à la suite d'une action de lieu, ne peuvent pas effectuer d'action de lieu pendant le même tour. Plusieurs unités peuvent effectuer une action sur le même lieu si ce lieu l'autorise. Certaines actions ont un coût en or. Si vous ne pouvez pas payer ce coût, vous ne pouvez pas effectuer l'action. Vous effectuez vos actions de lieu dans l'ordre de votre choix. S'il ne reste plus suffisamment de pièces de lieu ou d'unités dans la réserve pour réaliser une action, vous pouvez retirer l'un de vos propres lieux ou unités du type approprié du plateau afin de le replacer immédiatement pour effectuer cette action. Les différents lieux présents dans le jeu sont les forêts, les églises, les balises, les villages, les châteaux, ainsi que les navires. Nous allons maintenant détailler les actions associées à ces lieux. Dans une forêt, vous pouvez construire un navire ou de payer un or à la réserve, vous retirez la forêt du plateau, vous prenez un navire de la réserve, et vous y ajoutez un cube de contrôle de votre couleur. Placez-le dans une zone maritime, vide, adjacente à une zone reliée à la forêt par votre ligne de ravitaillement. Dans le cas improbable où aucune zone maritime correspondante n'est disponible, placez le navire aussi près que possible d'une zone reliée à la forêt par votre ligne de ravitaillement. L'unité ayant construit le navire peut immédiatement se déplacer à bord de celui-ci. Retirez du plateau le Leidang ayant effectué l'action. Cette action ne peut pas être réalisée avec un Hird. Avec une forêt, vous pouvez également construire une église. Vous payez un or à la réserve, vous remplacez la forêt par une église provenant de la réserve. Vous retirez la forêt du plateau, vous placez un jeton constructeur d'église de votre couleur sur le même hexagone que l'église. Ce sont ces jetons-là. Gagnez un point de victoire. Vous ne pouvez pas effectuer cette action sur une église comportant déjà un jeton constructeur d'église de votre propre couleur. Vous pouvez construire un village, avec les forêts également. Vous payez un or à la réserve, vous remplacez la forêt par un village provenant de la réserve, vous retirez la forêt et vous placez 2 cubes de ressources dans le village. Vous pouvez brûler une église. Vous retirez l'église du plateau, vous la replacez dans la réserve. Si l'église a été construite par un autre joueur, vous lui rendez son jeton. Ensuite, choisissez l'une des 2 options suivantes. Soit vous gagnez un or, soit vous gagnez un point de victoire pour chaque jeton constructeur d'église que vous avez actuellement sur le plateau. Avec les balises, vous pouvez les allumer. Vous prenez le cube de contrôle que vous avez placé à côté de la balise et vous le posez au sommet de celle-ci. La balise est alors considérée comme allumée. Prenez ensuite une nouvelle unité Leidang depuis votre réserve et placez-la dans n'importe quelle zone reliée à la balise par une ligne de ravitaillement. Vous ne pouvez pas effectuer cette action sur une balise déjà allumée avec un cube de contrôle de votre propre couleur. Il est possible d'effectuer cette action sans placer de Leidang. Dans les villages, vous pouvez lever des troupes ou percevoir une taxe. Vous retirez un cube ressource. Si le village ne contient aucun cube, vous ne pouvez ni lever de troupes ni percevoir de taxes. Vous devez ensuite choisir l'une des 2 options suivantes. Si vous levez des troupes, vous placez une nouvelle unité Leidang depuis votre réserve dans n'importe quelle zone reliée au village par une ligne de ravitaillement.
percevoir une taxe, vous prenez un or depuis la réserve. Dans les châteaux, vous pouvez récupérer un héritier. Commencez par prendre un héritier de votre couleur depuis le château occupé par l'unité qui effectue l'action, et placez-le dans votre réserve personnelle. Ensuite, choisissez une alliance qui n'a pas encore été utilisée durant ce tour pour récupérer un héritier. Marquez des points de victoire en utilisant le tableau figurant sur votre plateau d'action. Le nombre de points obtenus dépend de la somme des deux éléments suivants. C'est ici le tableau. Premièrement, le nombre de lieux associés à l'alliance choisie est relié par une ligne de ravitaillement au château depuis lequel vous avez retiré l'héritier. Deuxièmement, le nombre de symboles d'alliance correspondant à l'alliance choisie, visible dans la marge gauche des cartes leaders présentes dans votre zone de jeu. Enfin, piochez les 3 cartes du dessus du paquet leader. Choisissez-en une à ajouter à votre main, puis replacez les 2 autres sur le dessus du paquet dans l'ordre dans lequel elles ont été piochées. Une fois toutes vos actions de lieu terminées, vous passez à la fin de votre tour. Vous commencez par marquer un point de victoire pour chaque balise allumée sur le plateau avec un cube de contrôle de votre couleur. Ensuite, vous vérifiez la présence éventuelle d'un jeton événement dans l'espace événement situé en bas du plateau de score. S'il y en a un, retirez-le, puis piochez une carte événement et résolvez-le. Si la pioche événement est vide, mélangez la pile de défausse des cartes événement afin de former une nouvelle pioche. Une fois les étapes complètes, le jeu continue avec le joueur situé à votre gauche. La fin de partie est déclenchée dès qu'un joueur atteint ou dépasse 50 points de victoire. Lorsque cela se produit, on termine le tour en cours afin que tous les joueurs aient joué le même nombre de tours. Une fois la partie terminée, chaque joueur effectue le décompte final. Tout d'abord, marquez des points de victoire pour chaque série de cartes leaders d'alliances différentes présentes dans votre zone de jeu. Les cartes en main ne comptent pas. Vous marquez 2 points de victoire pour 2 alliances différentes, 5 points pour 3 alliances différentes et 10 points pour 4 alliances différentes, comme indiqué sur le tableau situé à droite de chaque plateau d'action. Ensuite, marquez les points de victoire de fin de partie indiqués sur votre tuile d'alliance de niveau 3 si vous en possédez. Le joueur ayant le score le plus élevé remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur à égalité possédant le plus d'unités sur le plateau l'emporte. En cas de nouvelle égalité, le joueur à égalité possédant le plus d'or l'emporte. Si l'égalité persiste, les joueurs concernés partagent la victoire, ainsi que le trône de Norvège. Chaque tour, la première fois que vous dépassez un jeton événement sur la piste de score avec votre marqueur, vous retirez ce jeton et le placez dans l'événement situé en bas du plateau de score. Si vous dépassez d'autres jetons dans le même tour, vous ne les retirez pas, ils seront retirés ultérieurement par des joueurs situés derrière vous. La présence d'un jeton dans l'espace événement signifie que vous devrez pocher une carte événement à la fin de votre tour. Pendant la guerre civile norvégienne, il n'était pas rare de voir disparaître de nouveaux groupes rebelles. Lorsqu'un vide de pouvoir survenait après la mort d'un prétendant. Parfois même, ces groupes apparaissaient sans qu'il y ait réellement de vide de pouvoir. Dans le jeu, même si cela reste rare, il est possible de commencer son tour sans aucune unité sur le plateau. Si cela se produit, vous devez effectuer une étape supplémentaire avant la phase 1 de votre tour. Si vous contrôlez 3 zones ou plus, vous placez votre Hird et un nouveau Lang sur le plateau, répartis comme vous le souhaitez dans des zones que vous contrôlez, puis commencez normalement votre tour. Si vous contrôlez 2 zones ou moins, placez un cube de contrôle dans 2 zones non contrôlées. S'il n'y a pas suffisamment de zones non contrôlées, vous pouvez placer vos cubes dans des zones inoccupées contrôlées par d'autres joueurs en retirant leurs cubes. Placez un nouveau navire avec votre cube dans n'importe quelle zone maritime vide. Placez votre Hird et les Tang dans des zones que vous contrôlez, réparties comme vous le souhaitez. Piochez 3 cartes du dessus du paquet leader, choisissez-en 2 à ajouter à votre main, et replacez la 3e au sommet du paquet. Et enfin, gagnez 2 ors. Avant de lever l'étendard et de rendre mon verdict, si cette immersion au cœur des alliances, des trahisons et des batailles vous plaît, alors il est temps de rejoindre la bannière. Abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine campagne stratégique. Ici, on explore des jeux qui ont du poids, des mécaniques qui ont du sens et des expériences qui laissent une trace. Si cela vous a été utile, laissez un like, c'est votre manière d'allumer une balise pour soutenir la chaîne et permettre à d'autres joueurs de découvrir ces terres ludiques. Et surtout, dites-moi en commentaire, quelle alliance choisirez-vous en premier? Vos stratégies, vos lectures du jeu, vos expériences, c'est ce qui nourrit la discussion et renforce la communauté. Maintenant que les alliances sont formées, que les bannières flottent au vent, parlons de ce que vaut réellement Forgear. Après avoir parlé des règles, il est temps de parler de ce qu'il fait ressentir. Car un jeu de cette densité ne se juge pas uniquement sur sa mécanique, il se juge sur l'expérience qu'il crée autour de la table, sur la tension qu'il installe, sur la manière dont il transforme des décisions abstraites en moments mémorables. Forgear est un jeu qui s'installe, qui est construit. Il prend son temps. Les premières manches sont presque calmes. On observe, on comprend la carte, on choisit ses premières orientations, on pose ses premières influences, et c'est précisément dans cette lente montée en puissance que réside l'intelligence du design. Très vite on comprend que chaque décision va s'inscrire dans la durée. La gestion de l'enjeu de mouvement n'est pas qu'un simple mécanisme de gestion de cartes. C'est une mémoire stratégique. Elle raconte ce que vous avez joué. Elle conditionne ce que vous pouvez faire plus tard. Payer de l'or pour conserver votre élan, ou récupérer vos cartes pour respirer est un dilemme constant. Ce choix n'est jamais neutre. Il affecte votre tempo. Il affecte votre capacité à surprendre. Il affecte votre pression militaire. Ce qui rend le jeu particulièrement intéressant, c'est qu'il ne récompense pas l'impulsivité. Il récompense l'anticipation. On ne joue pas seulement pour le tour en cours. On joue pour la configuration qui existera 2 ou 3 tours plus tard. Chaque alliance que vous développez oriente votre identité stratégique. Chaque leader que vous posez façonne votre moteur politique. Et puis viennent les batailles. Le système de combat est à mon sens le cœur émotionnel du jeu. Sur le papier, il peut sembler technique. On calcule une force initiale, on choisit une alliance, on tente une prédiction. Mais en pratique, c'est une scène de tension pure. Parce que les chiffres sont visibles, les forces sont connues, les niveaux d'alliance sont publics. Et pourtant, l'incertitude demeure. Ce n'est pas une incertitude liée au hasard, c'est une incertitude liée à l'humain. Vous savez quelle alliance serait logique pour votre adversaire. Mais il sait que vous le savez.
Alors va-t-il sécuriser avec ses 3 cartes de prédiction, garantissant un bonus modéré? Ou va-t-il tenter le tout pour le tout, avec une seule carte pour tripler son gain potentiel? Ce simple multiplicateur transforme un calcul en duel psychologique. Il transforme un affrontement en lecture d'intention. Le moment où les cartes sont révélées simultanément est un moment suspendu. C'est un silence autour de la table. C'est un regard échangé. Et c'est là que Forjar devient plus qu'un jeu de stratégie. Il devient un jeu d'interaction mentale. Le rythme global de la partie est remarquablement maîtrisé. Il interne phase de consolidation et pic d'intensité. On développe ses lignes de ravitaillement. On sécurise des zones. On construit des villages ou des églises. Puis soudain, un mouvement déclenche une série de combats. Une position bascule, une influence monte, une autre s'effondre. La montée vers 50 points de victoire est progressive mais palpable. À mesure qu'un joueur approche du seuil, l'atmosphère change. Les décisions deviennent plus agressives. Les héritiers deviennent plus précieux. Les alliances de niveau 3 prennent une importance capitale. La fin de partie ne surgit pas brutalement, elle se sent. Elle se prépare, elle se mérite. Ce qui impressionne particulièrement, c'est la cohérence entre le thème et les mécaniques. Les alliances ne sont pas des abstractions, elles sont ancrées dans le plateau. Les Balguères sont liées aux églises, les Birkenheim au château, les Nansman au village, les Oisdeg au navire. Chaque prise de contrôle nourrit une faction. Chaque leader renforce une orientation politique. On ressent réellement cette lutte d'influence fragmentée, ces factions qui s'organisent autour de prétendants au trône. Même le système de retour en jeu, lorsqu'un joueur est anéanti, possède une force thématique. Dans l'histoire des guerres civiles, les factions ne disparaissent pas définitivement. Elles réapparaissent, reformées, motivées par un nouveau prétendant. Cette mécanique, loin d'être punitive, maintient l'attention stratégique sans éliminer un joueur prématurément. Concernant l'accessibilité, il faut être honnête. Le jeu demande de la concentration. La première partie peut être dense. Une notion de ligne de ravitaillement, de niveau de terrain, de gestion d'alliance et de scoring par héritier exige une compréhension attentive. Mais cette complexité n'est jamais gratuite. Elle est logique, elle est cohérente, elle s'apprend. Après une première partie complète, le jeu devient beaucoup plus fluide. Les décisions gagnent en clarté, les synergies apparaissent, les stratégies s'affinent, et c'est là que le jeu révèle pleinement sa profondeur. L'enjouabilité est solide. La carte modulable change les configurations territoriales, les leaders disponibles orientent la dynamique politique, les choix d'alliance diffèrent selon les joueurs et selon les situations. On ne peut pas tout développer, il faut choisir. Et ces choix sont fortement influencés par ce que font les autres. Certaines parties sont dominées par une montée militaire agressive, d'autres par un jeu plus politique, axé sur les héritiers et les alliances, d'autres encore par un contrôle méthodique des balises et des lignes de ravitaillement. Aucun chemin ne semble écrasant, aucun axe ne paraît systématiquement supérieur. Forjar s'applique aux joueurs qui aiment planifier, aux joueurs qui aiment que chaque décision ait des conséquences, aux amateurs de contrôle de territoire profond, enrichi par une couche politique et psychologique. C'est un jeu qui demande du temps et de l'attention, mais en échange, il offre une expérience dense, tendue, stratégique et cohérente. Forjar est un jeu d'identité forte, il ne cherche pas à simplifier pour plaire à tous, il assume sa densité, il assume sa profondeur. Et pour les joueurs prêts à s'y investir, il propose une expérience riche et mémorable. C'est le type de jeu qui, une fois maîtrisé, donne envie d'y revenir, non pas pour revivre la même partie, mais pour écrire une nouvelle saga stratégique. Moi, c'est un jeu que j'adore, mais vraiment, je fais pas de top, vous le savez, j'en ferai peut-être dans quelques temps. Mais si je devais faire un top, ce jeu est clairement dans mon top absolu. Dès la première fois, il m'avait bluffé. Et ils ont retravaillé certaines choses, ça me bluffe encore plus. Il y a une vraie passion, il y a une vraie intelligence de design. C'est fait pour vivre une histoire et des grands moments ludiques. Donc je vous invite vraiment à aller voir, c'est des passionnés. Moi, j'adore échanger avec eux. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu.